30 previews En 30 jours. Ni hao. Très très bon. Je sais pas comment on dit 30 previews en 30 jours en mandarin, on aura peut-être l'occasion d'en discuter pendant cette preview. Hein, on s'installe peinard. Un peu d'humour dans ce monde de brut, hein, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Vous le connaissez, c'est le classique. 30 jours avant le début de la saison NBA, la série préférée de ta série préférée reprend ses droits et on est en train de la terminer. Ah, c'est triste. Et en même temps, c'est des bonnes nouvelles parce que la NBA revient. Ah, voilà, c'est ça. C'est triste, mais c'est pas triste en fait. C'est ça. Pas exagéré. Quand même. Ça veut dire que dans quelques jours, ça va jouer. bam bam. Yes, on va kiffer. Et justement, les Rockets, ils vont faire kiffer. Plein de choses à dire dans cette preview. Installez-vous peinard. Et évidemment, une preview ne doit que commencer avec un coup d'œil dans le... Non, par une explication d'indice. Ah mais oui, pardon, Ça vas-y. s'enflamme complètement là. Ça Vas-y. s'emballe complètement. Je t'en prie. L'indice était facile. C'était Booba, Boba, wesh Moret. Moret. Moret, il est... Daryl Moret. Ceux qui n'ont pas capté le rapport entre Moret et les Rockets ces dernières semaines, bon, que tu veux que je te dise, hein? Bienvenue sur Twitter. Ouais, il a fait un peu de bruit le garçon. C'est ça. Voilà. Donc bon, voilà. C'était un super indice. Maintenant, on peut y aller. On peut envoyer la purée. Tout à fait, tu as eu raison. Et rendez-vous en fin de vidéo, il y aura un indice aussi. Un peu dur à deviner, je pense. Un peu costaud, là. On verra, ça un va peu être costaud de costaud. chez costaud, quoi. Du coup, on va commencer évidemment avec le coup d'œil dans le... Rétroviseur. Et la saison des Rockets, la saison précédente des Rockets, beaucoup de choses à dire. 53 wins, le même bilan que les Blazers, mais 4ème au tiebreaker. Hein, C'est si ça. je dis pas de bêtises. 53 victoires tout à fait pour 29 défaites, plein de choses à raconter sur cette régulière parce que évidemment ça a mené à des grosses décisions dont on parlera par la suite, mais les faits sont là. Dès qu'on commence cette saison, on se dit oh là, c'est quoi ce match avec les Lakers là? Pourquoi Rondo il a mis une patate à Chris Paul? Qu'est-ce qui se passe? Bah pourtant je comprends pas parce que Chris Paul c'est un bon gars que tout le monde aime bien, il a très très bonne réputation, donc je comprends vraiment. Et Rondo franchement c'est pas du tout un footeur de merde, c'est plutôt un bon gars aussi avec une pure réputation. Ouais. Donc je suis vraiment très surpris de Puis voir ils ont- ces deux gars se taper dessus. Puis ils ont Là aucun vraiment historique entre eux. ouais non je comprends pas. Ouais. C'est quand même bizarre. Ouais. Le ton est donné d'entrée. Alors évidemment, James Harden va préchauffer, on va en parler en long et en large, mais le début de saison des Rockets, il est pas top. Ah, il est mauvais. Il est mauvais. Et en plus, en termes de jeu, ça fonctionne pas. Et en plus, il y a des blessures. Très vite. qui Ouais. tombent. Je veux dire, sur la globalité de la saison, je crois pas que Chris Paul ait joué 60 matchs. Non, Sur c'est la sûr. globalité de la saison, je serais prêt à parier que Eric Gordon aura bien raté 15. Ouais. Voire peut-être 20. Je pense que sur la globalité de la saison, Melo a dû en louper un bon paquet aussi. Parce que les gens Melo, c'est l'oublient. facile, je connais le chiffre, il en a joué 10. Les gens l'oublient quand même, ça. Ouais, c'est mais que la attends. saison, elle démarre. Il y a Carmelo Il te Anthony met qui est quand dans même le... 13 points par match à 38% au tir. Refais-la en 40. face cam, celle-là. Voilà, hop, c'est bon. Non, mais les gens l'oublient J'ai souvent. vérifié le stade de Melo. tiens. Mais les gens l'oublient souvent, les stats sur le basket, hein, pas les stats ailleurs. Les stades de basket de Melo. Voilà. Les gens l'oublient souvent, comme je le dis là à l'instant, c'est que Melo il est là dans l'effectif avec les Rockets de Chris Paul et James Harden. On se dit ah tiens, il y a un bon match notamment à Brooklyn où on voit Melo qui met ses shoots. On voit aussi certains moments où on se dit ah peut-être que cette équipe elle peut bien jouer, mais la mayonnaise ne prend pas. Et ça c'est ce qui rend le début de saison un peu compliqué pour les Rockets où il y a des affaires. 13,4 points, mais Je vous j'étais rappelle. vache, il est pas à 38% au tir, il est quand même à 40%. Oui, c'est anormal Au tir, hein. que ce joueur Il est ne à soit pas 32-33% de loin. en NBA. Non, c'est dur. Et 10 donc, matchs, ouais. Et donc oui, comme je disais, voilà une dizaine de matchs. Melo va être gentiment écarté du groupe. Ça va être notamment le début d'un automne assez tendu pour les Rockets parce que tu as ça déjà avec l'affaire Melo. Ça fait beaucoup de bruit dans les médias. Et puis tu as la blessure de Chris Paul, si je dis pas de bêtises, à Miami, où en fait les Rockets sont clairement dans les profondeurs de la conférence Ouest. Ouais. Et on se demande bien, on commence à se dire waouh, ok, ça Wow. serait peut-être eu la très mauvaise surprise entre guillemets de la saison, tu vois. Comment est-ce qu'ils vont faire? Et à partir de ce moment-là, effectivement, il y a un type là avec la beubare, là, ceux qui le reconnaîtront sur mon t-shirt là. Il est là avec sa beubare et C'est sa les petite 11. coupe à la Ah, non. Iroquois et tout. C'est Simon. Ouais. Il manque les lunettes par contre. Simon il est là. Oui. Non, Simon il est où? Là, c'est moi, il est au milieu, on lui met des lunettes et on est bon. Ouais voilà, mais il y en a un avec des lunettes à un moment. Bref. Hipster. On s'en fout. Et l'autre, le barbu, il va faire non, en fait, non. En fait, ah oui, Eric Gordon est pas là, Chris Paul est pas là, Capella pas là, ah ok, bah tu sais quoi? Pas de problème.
C'est une dinguerie ce qui va se passer. C'est ça, c'est à partir du 8-10 décembre à peu près où Harden commence à monter en température. Il y a un premier match contre les Lakers où il met un poster sur Javel McGee et tout de suite 40. Et là, il va lancer une série de matchs à plus de 30 points. Combien de matchs à plus de 30 points d'affilée? Une trentaine. Il va aller chercher Wilt en février, il y a encore. Beaucoup. Oh. Absolument dingue le virage pris par James Harden qui met... C'est difficile d'avoir autant l'expression mettre sa franchise sur ses épaules. Tu viens de le dire, Capella se blesse, Chris Paul est pas là, les affaires de Melo. Il y a des soirs où tu regardes le 5 et tu fais attends, James Harden, il a Kenneth Farid qui a été rechopé du bas Junior. Beaucoup de respect pour ce jeune joueur. Tout à fait. Mais enfin, il découvre le bordel. Exactement. PJ Tucker, heureusement, a toujours été là. Dieu merci, PJ Tucker, je pense pas qu'il ait raté un match de la saison l'année dernière. En tout cas, il est tellement fondamental. Et puis alors, il a attention. Et puis attention, Austin Rivers, c'est tout. Bon bref, le barbu, il arrive, il y va à coup de agression de cercle, lancer franc, de double, voire triple step back. Voire quadruple. On redéfinit les règles du basket avec James Harden à l'automne 2019. Clutchitude. Ah bah ça. Non mais tout le monde prend la sauce. Hein. Tout le monde prend la sauce, tout type de défenseur prend la sauce. C'est clair, parce qu'autour de Noël, les équipes qui se ramènent à Houston, putain, il va encore en mettre 40 avec 25 lancers provoqués et genre il n'y a rien à faire. Non, voilà. Et les victoires commencent à s'enchaîner. Et ça commence à gagner. C'est ça le truc, c'est qu'il fait pas ça dans le vide, le James. Non. Il te fait gagner les matchs. C'est clair. Et les Rockets commencent à remonter petit à petit au classement. C'est comme ça qu'ils arriveront. En plus, ils récupèrent des joueurs en cours de route. Chris Paul va revenir. Eric Gordon va trouver un peu de rythme. C'est ça. Et donc, petit à petit, les Rockets remontent dans les hauteurs de la conférence Ouest et vont donc finir la saison avec 53 wins. Oui. Alors justement, pour refaire juste des derniers petits morceaux qu'on a pu voir, il y a le match à 60 pions de James Harden au Madison Square Garden. Quand même, celui-là, c'est un peu le point d'exclamation. On l'a vu, on a fait genre waouh. C'est pas tous les jours quand même qu'un mec met 60 points. Et même si tu remontes au classement, le retard que tu as pris à l'automne fait que tu peux pas non plus aborder les playoffs en te disant waouh, trop bien, on a repris le spot 1 ou 2 qu'on espérait avoir en début de saison, quoi. Parce que nous, dans les previews, on met les Rockets super haut, je crois. Ah bah moi, je crois que je les mets en... je crois que je les mets 1 ou en 2, carrément. 2, oh mais non, je les mettrais haut. Donc tu finis 4. Tu finis 4, 53 et comme tu disais, là, t'arrives en play-off. Au final, t'es pas à tant de wins que ça des Warriors ou des Nuggets. Bien sûr. Qui sont devant toi, ou des Blazers qu'on a dit c'était à égalité. Mais l'automne a été trop chaud. James Harden, il fait finir. Démarrage de saison raté. Voilà. Finit d'ailleurs deuxième. Bon, après, on le saura en juin, mais Harden finit deuxième du classement MVP. Et t'arrives en play-off et tu dois fader le Jazz. Jazz, très grosse défense et tout. Bon, ils vont avaler le Jazz en une bouchée, faut le dire. Ouais, clairement, on en a parlé dans la preview du Jazz. C'est un apéricube pour. Désolé Utah, mais vous le savez, à chaque fois que ça rencontre Houston, il y a pas de ça ne marche pas. 4-1. Ça swing direct. Ouais. 4-1 et là tu vas jouer les Warriors en demi. Voilà. Le défi. Et t'es au complet pour jouer les Warriors. T'es au complet pour jouer les Warriors. Alors est-ce qu'après ils sont tous en forme, ça on le sait, mais ils sont tous complets. En forme, je sais pas, mais ils sont tous là. Ouais. Non, bien sûr. Et en face non plus, ils sont pas à 100%. Non, c'est bien sûr, je suis d'accord. Le Game 1, on l'a commenté, c'était une dinguerie là parce qu'il y avait tous les arbitres et tout ça, jeter les pieds dans les Harden et Chris Paul qui balancent leurs pieds. C'est pas du anti-Harden ce qu'on va faire parce qu'on sait qu'il y a aussi c'est ça aussi dans le coup d'œil du rétro, faut dire aussi que médiatiquement ce qui s'est passé autour de Harden a été c'était très. Il a pas que bonne presse. Ouais. Son style énerve beaucoup de gens. Il y a eu des débats, putain, pendant 4 mois là. Moi personnellement, je vais pas dire que c'est ce que je préfère regarder, pas du tout. Mais par contre, je respecte à fond le niveau de perf que le pépère entretient sur la longueur. C'est ce qu'on voit, tu sais. Parce que tous les mecs qui vont dire oui, moi aussi je peux mettre 40 points avec 25 lancers. C'est chiant à regarder, nanana, il a trop de lancers. Genre, mettre 35 points par match tous les soirs sur la globalité d'une saison régulière de NBA, il n'y en a pas beaucoup des joueurs qui ont fait ça. Il y a quelques spécimens dans les années 60, et sinon il y a Jordan, Kobe, je sais même pas si T-Mac l'a fait. Non, pas au-dessus de 35. Jordan, Kobe. Non, Jordan, Kobe. Et après, il y a des mecs qui personne d'autre a fait ça. Rick Barry et Jim Baylor, mais on remonte à la préhistoire. C'est une autre époque. Quoi. Tout à fait. Non, il est dans une catégorie de joueurs. C'est ça. Lourd. Indéfendable. C'est ce qui fait d'ailleurs que quand il y a le MVP qui est rendu, certains se disent quand même, il y a beaucoup de débats sur Giannis ou Harden. Il n'empêche que quand il démarre cette demi-finale face aux Warriors, ça va être assez compliqué pour James et ses copains. Tout se complique. Les Warriors sont donc deux équipes qui se connaissent vachement bien. Et puis, je crois qu'il y a l'œil ensemble. Oui, il y a ça. Ensuite, il y a que des trucs comme ça. Après, au Game 5, il y a quand même Durant qui se blesse. Et les Rockets ne finissent pas. Et ils finissent pas le truc, donc ils se retrouvent menés. Mais ils ont quand même le Game 6 à la maison.
Ouais. Et là, honnêtement, Non, là c'est chaud, ouais. D'ailleurs, avant même ce Game 6, je crois qu'il y a... vraiment d'opportunités ratées là. Ah oui, c'est chaud. Là, Parce que tu t'avais vraiment la porte ouverte. D'ailleurs, je crois même avant ce match, il y a déjà des histoires de James Harden et Chris Paul, ça s'embrouille un peu, je crois. Je crois qu'on était déjà un peu en mode oh là. je posais des questions, il y avait des petites rumeurs, mais on n'avait rien de très solide à se mettre sous la dent. Enfin, il était improbable à l'époque de se dire qu'avec un mec qui a été prolongé 9 mois auparavant, il va être transféré par la suite, quoi. C'était compliqué à anticiper. Surtout en tout cas, avec ils se sont le fait début. fumer. Ouais, tu te fais fumer. Et du coup, il y avait forcément de la remise en question à faire pendant l'été, sauf que t'arrives à l'été avec un salary cap full de chez full, quoi. C'est ça. Donc bon, Et l'ami là, Daryl Morey, entre deux tweets, fallait qu'il gère un été. Il a fait ce qu'il pouvait, l'ami Daryl. Et on va en parler parce que je crois que dans le marché de l'été, on va mettre 2-3 trolls, n'est-ce pas? Ouais, n'est-ce pas? T'es chaud? Allez. On va regarder ça tout de suite dans le marché de l'été. Le tableau. Tac, le gros tableau. Le très gros tableau Bah, de mine de Daryl rien. Morey. Il est quand même assez rempli, ça a bougé. Daryl Morey s'est vraiment bougé, fidèle Ça- à ses habitudes. Ouais. Rien ne lui fait peur. Non. Et notamment, on en a parlé pendant la preview des Sixers et celle du 8 aussi un peu. On a vu les Rockets essayer de se bouger pour monter un sign and trade pour faire venir Jimmy Butler et associer Chris Paul, James Harden et Jimmy Butler. Et finalement, ça s'est transformé en un blockbuster trade. Ouais. Parce qu'après, autour, j'aime bien, ok, ils ont perdu Non, Kenneth non. Farid, ils ont perdu Man Shumpert, ils ont fait venir, ils ont rentré Deonta Davis qu'ils ont lâché direct, puis ils ont rentré quoi, Anthony Bennett, mais il est déjà coupé. Non, mais t'as bossé Et Ben Flochard, McLemore, Anderson et Ben McLemore, Ouais, voilà. c'est sûr. Non, ce qui se passe, c'est évidemment, comme tu l'as dit là, par rapport à Jimmy Butler, on avait vu les premières rumeurs, et je pense que Daryl Morey et tous ses copains, ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait l'explosion du Thunder. À partir du moment où Westbrook devient disponible, Voilà, c'est plus pareil. on va se mettre clairement dessus, en Je pense fait. qu'à partir du moment où Westbrook devient disponible, je pense que James Harden, il sort son téléphone et puis Évidemment. il passe un petit coup de fil à son GM. Bah justement, quand il est passé à Paris, on a pu en parler avec lui. Tatatin. C'était en juillet dernier. C'est son pote, hein. Eh ouais, bah bien sûr. Allez, les gars, ils ont joué ensemble à OKC. Quand t'as la possibilité de pouvoir faire ça et que tu vois autant de tandems qui se mettent en place, parce que Harden l'autre sur son téléphone, il n'a pas le même genre de conneries, mais il voit AD qui va avec LeBron, il voit Polo qui va avec Kawhi, il se dit oh, KD et Kyrie. KD et Kyrie, les gars, je fais comment? Daryl Morey, comme Moi tu j'ai l'as Chris dit, Paul, les gars. Oh, J'aime bien, hein, c'est mais mort. C'est mort. bah, c'est vrai. On s'en bat les couilles des pics de draft sur les années et décennies à venir. Tu mets Ça. tout dans le fourgon et tu vas envoyer ça à OKC. Je veux le Brody. Et on a la réunion Westbrook-Harden. Mm. On a Russell Westbrook et James Harden sur le même bateau. Dans la même team. Avec le même ballon. Oui, mais ça, c'est. Non, on va y venir. Voilà. Y a pas de non, il n'y a pas de problème. Je dis juste. C'est une punchline dépassée, ça. Mais non, Une bah- punchline des années 2000, ça. Ah, non, t'inquiète. T'inquiète, ça, on va y venir. Mais c'est vrai que là, pour le coup, quand on voit ça, on se dit putain, c'est incroyable. Surtout au niveau de la schizophrénie des fans des Rockets qui, pendant 3 ans, Ah bah. ont quand même uriné sur le Westbrook. torse de Westbrook dès que le mec passait dans la région. Triple double, ça va à rien et tout. Je pense que Espèce de choker. les mecs, on Ah va les ouais, retrouver. ouais, genre, yeah. ouais, seul. Ouais, C'est seul, clair. ouais, C'est seul. clair. Mais honnêtement, on se moque des fans des Rockets. Je pense que n'importe quelle autre fanbase ferait pareil. On n'est pas d'accord? Non mais bien sûr. Mais Parce que c'est juste- demain, si c'est énorme. Russell, je sais pas, il avait été tradé aux Celtics ou aux Knicks ou quoi, je pense que les fans seraient là genre, ah, trop bien, Non, mais on va bien trop sûr. l'utiliser et tout. Non mais bien Donc, évidemment. c'est normal, c'est un pur évidemment. Mais c'est juste que là c'est vraiment marrant parce qu'on a connu pendant des années ces batailles entre Harden et On parle Westbrook, quand même d'un- entre genre- Rockets et Thunder. Tu recrutes un mec, le mec, ça fait 3 saisons de suite, il tourne en triple-double de moyenne. Tout à fait. De moyenne. C'est-à-dire que il y a 4 ans, on était là en train de se dire Personne ne touche à personne, le triple-double sur une saison, Oscar Robertson, il est serein, les 42 triples. Tu parles mon cul. Maintenant, on est là en train de se poser la question, genre, putain, il pourrait peut-être en faire 4 de suite en fait. ou pas. Tu vois ce On que je veux verra. dire. Ah bien sûr. Enfin, Il y aura, pas. De toute façon, il y aura une grosse Eh, question il a sur cassé laquelle... le truc quand même. Hein. Bien sûr. Après, il y aura une grosse question sur laquelle on pourra se poser, mais évidemment, le script qui suit cette arrivée, c'est bon, bah, comment est-ce qu'on va faire justement pour articuler tout ça. Ce qui est sûr et certain, c'est que la hype explose totalement à Houston. Tu te dis, putain, c'est quand même génial pour offrir à Harden un joueur aussi puissant dans son prime. Et quand même, comme tu le soulignais là avant, moi j'ai assez bien aimé les prolongations. Ouais. Austin Rivers, c'est malin. Gérald Green aussi. Et House Jr. aussi. C'est ça. Je valide complètement ces 3 prolongations. Ça, c'est bien joué de la part de Daryl Morey parce que, comme tu l'as dit, Que des prix raisonnables. c'est ça, le cap était pas énormément disponible à Houston et il a dit bon, on va pas se prendre la tête, on va garder ces gars-là. Juste, on le note parce que c'est pas mis dans le tableau, mais Gérald Green, c'est une prolongation, c'est aussi un départ.
Parce que là, avec ce qui s'est passé, vous irez le voir, on a écrit dessus sur Trash Talk. Il a le pied, quoi, c'est une petite fracture qu'il a. C'est encore plus grave que ce qui était pensé. Il y a de fortes chances qu'il joue pas. Normalement, qu'il joue pas de la saison. C'est quasi acté qu'il joue pas de la saison. C'est moche, parce qu'il leur sert. Il leur sert énormément, tout à fait en sortie de banc pour le shooting. Il fait parmi les plus belles tresses de la NBA avec le Rockets là complètement dessiné sur le crâne. Ça, à chaque fois, c'est quand même lui et PJ Tucker. Les deux. Quand même la classe ultime en termes de style. Mais c'est vrai que ce marché de l'été a été hyper mouvementé. Je pense que quand tu vas voir les fans de Houston, ou même nous quand on en a parlé, de se dire que les Rockets ont prolongé Chris Paul à 160 millions sur 4 ans en juillet 2018, et de se dire qu'en un an seulement, ils ont réussi à le transférer, c'est un miracle. Disons qu'ils sont passés de on a le contrat, le plus gros boulet de contrat de toute la ligue, à l'un des plus gros boulets de contrat de toute la ligue. Ils sont passés de l'un des plus gros contrats boulets de toute la ligue, mettez les mots dans l'ordre que vous voulez, à on a Russell Westbrook. C'est ça. C'est quand même pas mal. Bien sûr. Après, on sait aussi qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais ça veut dire que du coup, maintenant, leur backcourt, dans 4 ans, il coûte 200 millions. Certes, Westbrook, Harden, vous comptez très cher, mais... il coûterait la même chose avec Chris Paul. Et quelque part, on serait pas très loin avec Chris Paul dans le book. Et Chris Paul, je rappelle qu'il est quand même 3 ans plus vieux que Westbrook. C'est pas du tout le même genre d'athlète, quoi. Ça n'a rien à voir. Et Chris Paul sort d'une saison, 15 points, 8 passes, pas très bon pourcentage au tir. Blessé. Enfin, genre, à un moment donné... non, c'est sûr. Pour moi, clairement, ils y ont gagné, mais de ouf, quoi. Dans le maintenant, tout à fait. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, quand on a parlé dans la preview de Casey, que Casey s'est pas mis aussi bien avec du pic de draft à tous les sens. Tout à fait. Donc, les petits autres drafts, je te parle juste à l'instant T en termes de quand tu fais ton 5 majeur. Tout à fait. Non, mais de toute faire façon... foutre Westbrook sur le terrain que Chris Paul. Mais je suis... Après, on va se poser d'autres questions qui vont inhérer à tout ça, mais joueur contre joueur, il n'y a pas photo pour moi. Oui, tout à fait. C'est juste que Morey s'est dit, vu qu'on est dans le gagner maintenant, on va mettre le meilleur joueur possible à côté d'Harden. Non, mais je le précise parce qu'il y a des gens qui sont pas d'accord, et d'ailleurs je respecte tout à fait les avis. Il y en a qui vont te dire, oui, mais Westbrook perd trop de ballons, Chris Paul hyper propre, c'est un meilleur gestionnaire et tout. Chris Paul a des arguments, c'est un très bon joueur. Maintenant, à aborder la saison 2019-2020, je préfère avoir Westbrook. Si vous préférez avoir Chris Paul que Westbrook, les copains, moi je veux bien encore une fois, mais à ce moment-là, on joue un autre jeu, quoi. Tout simplement, tu fous un candidat MVP à côté d'un autre, bref. Du coup, voilà, pour ce marché évidemment très très important des Rockets, et nous on va se pencher sur Monsieur Mike D'Antoni. Allez. Parce qu'il y a plein de choses à dire sur le 5 majeur. Allez. On va aller ça tout de suite dans le 5 majeur. Le 5 majeur, un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot, 5 joueurs qui doivent être mis sur le paletot par Monsieur Mike D'Antoni. Comment est-ce qu'on va faire ? Comment est-ce qu'on va articuler tout ça ? Comme on l'a dit, Gerald Green va être absent sur la saison, donc quand on fera les rotations, on va s'en charger. Mais déjà, il y a des verrous. Il y en a 5 ? Je pense, ouais. À la main. Il y a peut-être une interrogation. Allez. Mais moi, pour moi... à la main, enfin poste 1, parce que à la main... À la main. Russell Westbrook. En arrière. James Harden. Poste 3. A priori, Eric Gordon, d'après ce que j'ai compris, même s'il est nettement trop petit dans l'absolu pour jouer 3. Je demande qui va défendre les 3, quand même. On verra. Ouais, voilà. Poste 4. PJ Tucker. Et poste 5. Clint Capella. C'est ça. On est bon ? Ouais. L'interrogation, elle peut peut-être être en effet sur Monsieur Eric Gordon. Tu peux te servir en 6ème homme maintenant que t'as plus de Gerald Green, tu vois, ça peut modifier. Bien sûr. Tu titulariserais un. Daniel House. Ouais, ou Tavo, c'est Follow-Chat si tu veux. Je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que je te dis, moi. Ben McLeay est mort. Je m'en fous n'importe lequel en fait. Bon, le mec, sa mission, c'est de défendre, point barre. Faut quand même mettre un minimum de shoot, quoi. Oui. D'accord, je veux dire, si Tavo Follow-Chat il space le terrain, non. Nous on fait du curling. Non, carrément, c'est clair. Et là-dessus, House Junior a montré l'année dernière à shooter à au moins 40% à 3 points. Donc il a montré qu'il était capable d'espacer et de défendre à minima. Il a un bon physique et tout. C'est pour ça que je dis que l'option Eric Gordon qui sort du banc peut être remise en question là. Bien sûr. Maintenant que Gerald Green est blessé. Tout à fait. On va partir sur Daniel House s'il le faut, parce que à mon avis Ben McLemore c'est un test. Faut essayer de le réintégrer gentiment en NBA. Parce que avec la blessure de Gerald Green, c'est pareil. Ça change les rotations. Tout à fait. Je dis pas que Gerald Green c'est un élément clé des Rockets, mais il sert. Il est très important en termes de role player. Il a ces 12-15 minutes là qui vont bien. Il y a le petit check. Tu sais qu'il va prendre les tirs qu'on lui donne. S'il les met dedans, c'est que du bonus en fait. C'est clair. Alors après au niveau des rotations, comme on le sait à la main, c'est particulier parce qu'on a donc l'ami Russell Westbrook et James Harden qui vont monter beaucoup le ballon, qui parfois vont lâcher à Austin Rivers quand Gordon, il tient la balle aussi, il est capable.
Et Eric Gordon va être capable aussi avec Austin Rivers. Il y a Chris Clemons, que les Rockets aiment bien, qui a fait le taf un petit peu en pré-saison, et qui est un peu cette espèce de dynamite capable de shooter à 3 points. Je serais pas étonné que lui, il obtienne des minutes, parce que c'est vraiment ce genre de dynamite dont ils ont besoin un peu en sortie de banc. Voir ce que ça peut représenter. Mais sur le poste d'arrière, il y a... Je pense qu'on peut mettre clairement un cran en dessous Ben McLemore, sur les postes 1 et 2. Hein. Ouais, je pense, ouais. C'est-à-dire que on a Westbrook, Harden, Austin Rivers, Eric Gordon, et démerdez-vous pour les autres, quoi. Ouais. Et dans ce paletot-là, il y a McLemore qui sera un peu essayé, quoi. C'est ça, lui et Clemons, peut-être. Lui, Clemons, voire Thabo Sefolosha, c'est pas du tout un 2, mais je veux dire, sur les postes 2-3 après pour les rotations externes. C'est ça. Bah, le poste 3, comme tu l'as dit, on est sur du Eric Gordon Titu. Et House Junior. Daniel House Junior derrière. Et du vrai temps de jeu. Et donc Thabo derrière pour faire les missions défensives. PJ Tucker derrière lui, t'as Gary Clark. Ouais. Jeune, qui a montré des choses intéressantes. Bien sûr. Quelques micro-minutes de Ryan Anderson qui a été récupéré. Oui, c'est vrai. C'est marrant ce qu'ils ont fait les Rockets. C'est avec vous qu'ils font ça ? Non, c'est vous, c'est avec le Heat. Non, nous, on l'envoie au 8, nous. Mais les Rockets ont fait le taf avec vous à la base, non ? Marquis Chris ? Nous, on a récupéré Ryan Anderson depuis les Rockets. C'est ça, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Parce qu'il avait signé 20 millions la saison sur 4 ans et qu'après ils en ont eu marre. Ah, ça... Ils vous l'envoient à Miami, il passe par la douane de Roissy et il repart à Houston pour quoi minimum ? Ouais, il faut voir ce qu'il aura comme minute, mais il peut leur servir. Hein. Ouais, en 4, tout à fait. Qui rentre des tirs, quoi. Jaron Blossom Game, Ray Spalding, et sinon en 5 on fout du baobab, quoi. Bah, Capella, puis derrière lui, t'as du Tyson Chandler. Tyson Chandler, Néné, non ? Ouais, Néné ou Hartenstein, ouais. Voilà. T'as des gars, quoi. Faudra voir comment Mike D'Antoni va nous organiser tout ça, mais Capella va avoir des grosses minutes. Hein. Ah ouais. Capella, il sort d'une saison en plus de 16 points avec 13 rebonds, l'autre. Ah, c'est violent, bien sûr. Ah, donc attention, hein. Non, il est là, Capella. Hein. Il a prolongé il y a 1 an, enfin... Bah sur le 5 majeur, en fait, le usage rate et les minutes qui vont être données vont être... De toute façon, on est chez Mike D'Antoni. Hein. Même s'il y a eu de l'ajustement, c'est 2 dernières saisons, avec un peu plus de repos parfois pour les titus, ça reste quand même un mec qui fait qui distribue des temps de jeu énormes pour ses titulaires. Normalement, ça change pas. Ouais. Peut-être que ce qui sera intéressant pour lui, de toute façon, on en parlera après dans la grosse question, mais c'est de voir quand parfois, en fait, il y a des matchs où le 5 majeur change complètement parce qu'il se dit... Quoi ça sert que j'ai 2 superstars, j'en fous une seule et l'autre se repose. Pourquoi pas ? Ou en cours de match au moins. Ou en cours de match, si ça commence à blow-out dès la mi-temps et nique, quoi. Ah, il a des options. Il y a des options. Il a une grosse équipe en fait. Hein. Il y a une très grosse équipe à Houston. Non, mais en soi, tu regardes le 5 majeur, on venait de se marrer en disant les Sixers, est-ce que c'est le meilleur 5 majeur de la NBA ? Je sais pas. Houston, ça regarde dans les yeux. Hein. Bah, bien sûr, ils sont pas les seuls. Il y a d'autres équipes qui vont les regarder bien dans les yeux. Tout à fait. Les previews ne sont pas terminés. Voilà. Mais nous, on a fait les Nuggets, le 5 majeur des Nuggets. Ils picotent, hein. Un peu. Ça va. Mais nous, évidemment, on a une grosse question qu'on va devoir se poser. The question. Tu es prêt ? Allez. On va prendre le temps tout de suite sur la question de l'âme. Oh. La question de la mort. The question of the muerte. Nous sommes à Houston. The big question. Et on va devoir se poser une grosse question. C'est la question. La question ultime. Celle que tout le monde se pose depuis juillet dernier. Alex, c'est quoi la question ? Comment faire cohabiter de manière pertinente nos amis Russell Westbrook et James Harden ? Parce que, donc, déjà, on va poser les bases du truc. Tu as 2 mecs, toi tout à l'heure, tu as employé le mot candidat MVP, ce sont plus que des candidats MVP, ce sont des MVP. Ils l'ont été tous les 2. Oui. Tu vois, c'est pas juste des mecs qu'auraient pu l'être, quoi. Ils l'ont été tous les 2. MVP de saison régulière. Oui. James Harden, il y a pas la saison dernière, mais celle d'avant. Et il aurait été en course, il était en course toutes les années autour, en gros, quoi. Il l'a eu qu'une fois, mais ce serait pas un scandale qu'il en ait 3, James Harden, tu vois, par exemple, franchement. Et Westbrook, l'année du départ de Durant, là, l'année 2016-17, si je dis pas de bêtises, où il tourne en triple-double avec OKC sur les épaules et tout ça. Ce sont 2 joueurs très dominants, balle en main, qui impriment complètement le style de jeu d'une équipe. Westbrook, il adore les pick and roll, servir ses pivots et tout. James Harden, il joue beaucoup d'ISO, il sait jouer aussi le pick and roll, tu vois. Mais dans les 2 cas, ce sont 2 joueurs vraiment avec la balle en main. Je dis pas qu'ils savent pas jouer sans la balle, mais c'est pas leur spécialité et c'est pas ce qu'ils nous ont montré sur leur. Ça fait quoi ? Ça fait 10 ans qu'ils sont en NBA, les mecs, en gros, quoi. Ouais, ça. Un peu moins peut-être pour Harden, là, une année de moins peut-être Harden, je sais pas. Ouais, il a été drafté une année après, mais il est sûr que
toute façon, à partir du moment où on est arrivé avec un classement qui s'appelle le usage rate et qu'on a vu les saisons de Harden et Westbrook ces dernières années. Voilà. Donc ceux qui connaissent pas, hein, c'est en gros le nombre de possessions où tu dois gérer balle en main et par toi passe l'équipe offensivement. Harden et Westbrook se bataillent la première place à eux deux bien sûr, depuis 3-4 ans. Bien sûr. Parce que toute leur équipe a été tournée autour d'eux. Voilà. Et là, il va falloir partager. Et là, il va falloir distribuer. Partager de manière pertinente, partager intelligemment. Ce qui est très... Je suis d'accord. Surtout qu'en plus, c'est pas comme si on avait un intérieur, un extérieur. On a 2 guards. C'est ça. Ce qui est très intéressant et qui peut rendre les fans des Rockets optimistes, nous on a parlé qu'on a fait l'apéro où tout de suite le transfert a eu lieu, c'est qu'on a aussi, comme tu l'as dit, 2 MVP, mais on a 2 joueurs sans bague. Ouais. On a 2 joueurs sans bague et on a 2 potes. On a 2 poteaux. Et ça, c'est hyper important. Qui n'ont pas eu la bague, ni l'un ni l'autre, et qui ont déjà été MVP. Donc, qui peuvent accepter de ne pas faire des saisons statistiques de MVP. Ah, ça va, ils vont faire des stats, hein, quoi qu'il arrive, hein, je suis pas inquiet. Mais tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Harden, il a tourné à 36 points par match la saison dernière. Peut-être qu'il va passer une saison à 28, ce sera pas la fin du monde. Et Westbrook vient de montrer avec la présence de Paul George la saison dernière qu'il était capable de moins shooter, moins scorer. Westbrook a tourné en triple-double la saison dernière, mais entre guillemets que à 22 ou 23 points par match. Bon, après, il shoot de manière tellement dégueulasse la saison dernière aussi, Westbrook, il aurait pu scorer plus en fait, juste sans shooter les plus, hein, mais juste en mettant plus. En fait. Le très positif, c'est ça. C'est que les mecs ont quand même comme mission de devoir aller chercher leur bagouze. Donc il faut que tu te donnes corps et âme. On l'a déjà vu par le passé avec certains joueurs. Pas tout à fait le même QI basket, mais quand on a vu notamment du Paul Pierce rejoindre Kevin Garnett et Ray Allen et que les mecs étaient en mission, tu as un peu plus le côté genre bon, ça va. Maintenant on a remporté nos trophées individuels. On a entre guillemets plus rien à prouver de manière individuelle. Voilà. J'ai déjà eu mes contrats, j'ai déjà eu mes conneries. Maintenant on y va, on va aller chercher cette bagouze. Le fait qu'ils soient amis aussi très important, ça a joué à OKC combien 3-4 ans ensemble 3 ans Ouais, un truc comme ça, ouais. Quelque chose comme ça. Et ils ont cette amitié. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a le documentaire E60 disponible sur YouTube qui explique le départ de Harden de OKC, où il explique que notamment la relation qu'il avait avec Westbrook, elle était hyper importante parce que c'était lui qui jouait un peu notamment le rôle de copain intégrateur, quoi. Ouais. Donc les deux sont potes. Ça, c'est important. Ouais, parce que il va y avoir une vraie adaptation d'un côté comme de l'autre et toute l'équipe aussi. Donc déjà les bases de communication sont bonnes. Forcément, il va falloir se parler, il va falloir s'expliquer, il va falloir accepter que de temps en temps ça se passe pas exactement comme tu veux. Hein, Harden et Westbrook ont montré qu'ils étaient pas toujours les meilleurs dans ce genre de cas. Ouais. Tu vois, ça c'est très important. Bien sûr. Tu vois est-ce que Harden est prêt à supporter les déconnades énormes de Westbrook de temps en temps? Est-ce que Westbrook est prêt à supporter de regarder James Harden jouer de l'ISO parce que c'est aussi pour le bien de l'équipe de temps en temps? Tout à fait. Genre, il y a tout un tas de questions à se poser comme ça. C'est ces grosses questions. Est-ce que les adversaires sont prêts à accepter de devoir défendre Westbrook Harden pendant tout un match? Demi-terrain ou transition? Parce que c'est l'enfer. Parce que c'est ça aussi que Mike D'Antoni a souligné et qui est hyper... qui est juste fou quand tu regardes la saison à venir et tu te dis merde, comment tu vas faire pour défendre? Parce que Harden, on peut débattre autant de temps qu'on veut, mais sur demi-terrain, on est sur un des meilleurs joueurs de l'histoire. Non mais c'est un tueur. Et en transition... En attaque, hein, je parle. Hein. Oui, bien sûr. On parle d'attaque. Hein. Tout à fait. Non, mais précise, parce que... non, mais sur demi-terrain... Une fois qu'il a la balle en main, il peut mettre le step back, il peut driver, il peut faire la pure passe, il peut tout faire. C'est un des meilleurs joueurs de l'histoire sur demi-terrain. Il est fort. Et quand tu es en transition, Westbrook c'est un des meilleurs aussi de l'histoire. Il est relou. Tout à fait. Ce qui veut pas dire que du coup ça va être une balade de printemps et qu'ils vont mettre 200 points par match et gagner 73 rencontres. Hein, mais ils ont 82 matchs pour mettre quelque chose en route. Ouais, c'est ça. Normalement, on s'attend quand même un peu plus sur le script à ce que Westbrook vienne en bras droit de Harden. A priori, c'est la franchise d'Harden. Il est là depuis quelques années. C'est lui qui a remis Houston sur ce spot de contender. C'est ça. Et donc Westbrook, s'il est pas con, il arrive chez son pote, t'arrives chez tes amis, tu mets pas les pieds sur la table d'entrée. C'est ça. Hein, tu t'essuies les pieds, tu t'assois gentiment et tu bois ce qu'on te donne à boire et tu manges ce qu'on te donne à manger. Normalement. Tout à fait. Normalement, il devrait le faire. Et là-dessus, après, il y a peut-être des gens qui vont dire non, c'est la franchise de Westbrook, Harden, il faut qu'il se calme, parce qu'il y a cet aspect aussi de jeu proposé. C'est que Harden, il fait chier beaucoup de gens à cause de son jeu qui parfois est un petit peu trop en isolation, ce qui va nous mener aussi à un copain dont on va devoir parler après. Mais comment est-ce que tu fais jouer Westbrook, par exemple,
quand il y a ces situations où Harden est balle en main, il veut faire de l'isolation. Parce que c'est pas un jump shooter, c'est pas un sanctionneur à 3 points. D'accord, mais là, il n'y a pas le choix. Hein. Là, tu vas avoir forcément des phases de jeu où tu vas avoir pour moi deux grands types de phases de jeu. Tu as bien évidemment, t'en parlais, les transitions. Bon, bah là, faut que Harden accepte que quand les deux sont sur le terrain, tu lâches la balle et puis non mais qui que ce soit qui prenne le rebond, tu la donnes à Westbrook. Oui, voilà, si c'est pas lui qui vient de prendre le rebond, tu la lâches à Westbrook. Mission de Westbrook, c'est aller foutre la pression de l'autre côté. Ouais. Ensuite sur demi-terrain, je pense que dans les matchs où ça défend bien en face, faut beaucoup plus jouer sur Harden en demi-terrain, ça me paraît évident. Et là Westbrook va devoir cut backdoor, ressortir dans les corners et s'appliquer en catch and shoot. Et il n'y aura pas que ça. Tu vas aussi avoir des situations où c'est Westbrook à la balle en main et il joue un pick and roll avec Capella. Parce que le pick and roll Capella-Westbrook, attention, hein, Westbrook, s'il y a bien un shoot qu'il a toujours eu, c'est son petit jumper, tu sais, à 5-6 mètres là, autour de la ligne de lancer, là, derrière l'écran. Là. Il l'a bien, ça. Avec un bon gars qui fait des bons écrans et qui roule bien comme Capella, c'est intéressant comme arme, ça varie. Et Harden, dans ce cas-là, bah, ça sera à lui d'aller se foutre dans un corner ou de se faire un peu oublier en ligne de fond ou des trucs comme ça à 45, je sais pas. Normalement, ils vont devoir trouver de l'équilibre. Normalement, ils devraient y arriver. Moi, j'ai pas trop de doutes sur le fait qu'ils peuvent le faire parce qu'ils ont cette mission. Faut de la volonté. Il faut qu'ils y arrivent. Faut de la discipline. Il faut qu'ils y arrivent parce que sinon les critiques elles vont être énormes et le script il est déjà écrit. Beaucoup de gens vont se dire normalement ça doit pas marcher, un seul ballon pour ces deux joueurs. C'est pour ça que je taquinais au début, mais j'ai pas trop de doutes sur le fait qu'il y a beaucoup de matchs de saison régulière que les Rockets vont gérer juste par la présence de leur star et le fait que Mike D'Antoni lâche les chevaux. Donc normalement, vu que Mike D'Antoni a dit on va jouer plus vite au Media Day en pré-saison et que Houston peut avoir la possibilité de galoper, ça c'est pas un problème. Moi mon plus gros souci, et là où à mon avis il faudra surveiller Houston de près, c'est dans les fins de match serrés, comment est-ce que ça se passe ? Pardon. J'imagine, mais je veux dire par là, on ne peut pas répondre de manière directe, automatique comme ça. Si Westbrook il est en fire total, Harden doit se mettre de côté. Et quelque part, quand il y a les matchs aussi, tout à fait, mais les matchs aussi où Westbrook, ça n'a pas trop marché, parce qu'il y a ces pourcentages dégueulasses qu'on connaît, comment est-ce que Westbrook réagit avec la pression médiatique qu'il y aura ? Parce que lui, ça va être le premier à se dire genre non mais laissez-moi tranquille, bande d'enculés, moi je fais mes matchs, ok on a perdu mais c'est pas un souci. Bah c'est un peu un souci parce qu'à l'Ouest... Ouais, il va falloir, mais je pense pas qu'ils vont être dans ce délire. J'espère pas mentalement. Non, le côté c'est des gagnants, hein. C'est envie de gagner. Non mais c'est des gagnants, mais il n'empêche que Westbrook, si tu le piques un petit peu, c'est pas non plus... Au-delà des stats, au-delà de la partie stats aussi. Non mais c'est vrai, s'il dit j'ai fait mes stats mais on a perdu. Mais au-delà des stats, il y a un truc qui est vachement intéressant parce que je trouve ça assez inédit, en tout cas dans ce que moi je connais de la NBA. Je veux bien que les gens me balancent en commentaire et tout. Mais genre, on a sur les postes 1 et 2 un duo, genre, c'est deux des joueurs avec le plus gros volume de la ligue, quoi. En termes de volume de trucs à faire sur un terrain, tu vois. Non, les deux savent shooter. Après, Westbrook sort d'une mauvaise saison au shoot, mais il sait shooter. C'est pas un sniper, mais il est dangereux. Les deux savent driver et aller chercher de la faute. Mm-hmm. Les deux gèrent extrêmement bien le pick and roll. Servent les gros, lâchent dans le corner et tout ça. On est d'accord. Les deux peuvent aller chercher du rebond. Ils savent faire, ils sont sneaky. Harden est moins en mode aérien, par contre il a un gros boule, donc il peut pousser même des pivots et tout. Et les deux peuvent jouer les lignes de passe, les interceptions, tu vois. Donc on a vraiment un duo qui en termes de volume peut proposer un truc complètement inédit qu'on n'a jamais vu dans la ligue. Non, ça c'est sûr. Et ce qui est intéressant pour Mike D'Antoni, c'est le côté genre, il peut avoir évidemment les deux en même temps sur le parquet, mais s'il goupille bien ses rotations, il peut presque toujours en avoir au moins un des deux sur le parquet. Bien sûr. Presque toujours. Ça c'est vachement intéressant. Bien sûr. Je veux dire, là, j'adore Chris Paul, mais putain, quand il y a Harden sur le terrain, en fait, il y a Westbrook, quoi. C'est pour ça, il va y avoir pas mal de matchs. La phrase, elle calme. Hein. Il va y avoir pas mal de matchs, en fait, où il pourra même se permettre d'en mettre un off. Hein. Ça sera pas trop tu parles dès le début, carrément ? Ouais. Pourquoi pas, ouais, load management. Tu pourras en mettre certains off et te dire... Il n'aura pas besoin de tirer sur la couenne d'Harden, a priori, autant que l'année dernière. Normalement, faut pas que ça se blesse. Normalement, quand tu te ramènes à l'Est et que tu dois jouer des équipes et que tu dis, bon, bah, je vais juste prendre Westbrook, Capella... Eric Gordon et PJ Tucker, ils peuvent en gagner un balle de match. Donc ça, il n'y aura pas de souci, mais... Là où tu y perds par rapport à Chris Paul notamment, parce que c'est un remplacement poste par poste, c'est que il y a des interrogations quand même si l'investissement défensif apparemment devrait être là. Attention aussi comment ça défend. Comment est-ce que ça défend ? Parce que c'est bien d'en parler en automne, mais il va falloir faire ça sur toute la saison. Parce que Houston,
offensivement, on n'arrête pas d'en parler, mais Défensivement, c'était bien. Hein. tout à fait, c'était bien. Mais il va falloir être encore meilleur. Il va falloir éviter de proposer un premier rideau qui est moyen. Eric Gordon a montré qu'il pouvait contribuer énormément là-dedans. Donovan Mitchell a pris super cher. Peut se donner un peu. Mais Westbrook, il va falloir en fait. Et Harden, il l'a dit aussi, il va falloir que ces mecs soient les premiers à se dire on est à cet effort défensif là d'être l'équipe favorite pour le titre. Ouais. Si Houston se met vraiment à défendre, c'est relou. Parce que par contre, ils ont perdu. Tu partais sur Chris Paul. S'il y a bien un truc qu'ils ont perdu. Ils ont perdu des trucs. Hein. Ils ont perdu déjà de la gestion. Il y a de la gestion. Gestion. Le niveau de propreté entre Westbrook et Harden, on n'est pas du tout sur le même. Même si Chris Paul sort d'une saison au tir vraiment pas très belle, ça reste. C'est quand même autre chose. C'est une propreté dont Westbrook rêve. C'est quand même autre chose. Bien sûr. Et le côté gestion, le côté tempo, feeling dans le match. C'est-à-dire que Westbrook, il a qu'une seule vitesse. Hein. C'est ça, et c'est pour ça que sur demi-terrain, j'aime bien. Alors, il chambre la vitesse, hein, mais il en a qu'une seule. C'est pour ça que sur demi-terrain, j'aime bien en effet que parfois Harden s'occupe de tout ça et qu'il donne le ballon à Westbrook, mais il y a ce côté. Non, mais après, c'est un jeu de match-up aussi. Oui, mais je me demande comment ça va être articulé par monsieur en plus Mike D'Antoni qui a des choses à nous prouver. Ah bah là, en tout cas, il a de la cam dans les mains. Hein. J'aimerais. Ouais. Par contre, l'équipe elle est énorme. J'aimerais vraiment que Houston montre une implication défensive énorme de la part de leurs deux leaders. Que les one leg step back, tout ça, c'est génial pour Instagram et Twitter. C'est très bien que James Harden soit un créateur, innovateur, mais on s'en bat les couilles. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des matchs en fait où Houston se rende compte de son potentiel, son expérience et cette collection de joueurs qu'ils ont, et qui est plus 25 à la mi-temps en fait. Et que c'est un message qui soit envoyé à la concurrence en mode non mais arrêtez, si vous voulez jouer demi-terrain, on a un des meilleurs joueurs demi-terrain de l'histoire avec nous. Si vous voulez jouer transition, on a un des meilleurs en transition avec nous. Si vous voulez shooter à 3 points, on a ce qu'il faut. Et s'il faut défendre, on est capable. Il faut qu'on puisse jouer comme ça. Normalement, Houston, s'ils sont capables de jouer comme ça, je vois pas qui peut les stopper, quoi. Sans faire de spoil sur le pronostic. Disons que, je sais pas si on voit pas qui peut les stopper, mais disons qu'en tout cas, ils vont représenter, avec ce style de jeu, une équipe très compliquée à affronter. Parce qu'en fait, même si tu sais comment ils vont jouer, c'est ça tout le truc de Houston, je trouve. Tu sais très bien, tu as une bonne petite idée de comment ça va jouer, que ce soit en transition ou demi-terrain. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais, en fait? Genre, il faut stopper Westbrook. Ouais, bah ouais, allons-y. Ouais, Harden, faudrait éviter qu'il soit trop ouvert sur les tirs. Mais il s'en fout d'être ouvert, Harden. Tu vois? Donc, c'est tout un truc, quoi. Jouer Houston, si eux, en fait, ça dépend beaucoup d'eux. Si eux, ils arrivent, comme tu disais, à mettre des efforts défensifs, plus à trouver un petit équilibre pas trop dégueu entre Westbrook et Harden, tu sais comment ils vont jouer, bah, par contre, tu sais pas forcément comment tu vas faire pour enrayer la machine. Voilà. Ça, c'est très intéressant, et c'est ce qu'apporte cette association que moi, je le répète, je la trouve complètement inédite dans ce qu'on a tout connu dans l'histoire NBA. Bah, ce qui mènera... Dans ce qu'on a connu là, c'est inédit bien comme sûr. Association derrière. Bah, de toute façon, c'est ce qui mènera évidemment pendant les playoffs à la question qu'on se posera tout au long de des prochains mois, c'est est-ce que une équipe avec un très très fort meneur et un très fort arrière peuvent remporter un titre aussi dominant? Parce que je sais qu'il y en a qui ont parlé de Golden State ou des Lakers de Jerry West et Gail Goodrich. On n'est pas sur le même, sur le même type de joueur. On est sur un délire où on va avoir des soirées en 60-20-20. Ouais, il y a moyen. Oui. Il peut y avoir deux joueurs en triple-double comme on a déjà vu parfois, mais là vraiment en 30-10-10. Dans tous les cas, dites-nous ce que vous pensez justement de cette association entre Harden et Westbrook. Est-ce que ça peut bien jouer ensemble? Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va être sérieux, surtout jusqu'au mois de mai, juin, on le verra. Dans tous les cas, nous, je crois qu'on a un trophée du peuple à distribuer. On a un petit golden à donner. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, Allez, backflip, mais non, c'est pour Alex, évidemment. Oup, hop, hop, c'est bon, ça tient. Comme Westbrook Harden, c'était un peu comme ça, mais ça tient. Attention, les balles perdues comme ça, on sait ce qui se passe derrière, transition. Nous sommes au Toyota Centre. Il est 3h à peu près du matin. 2, 3, ouais, ça dépend, ouais. C'est ça, et les Rockets n'attendent qu'une chose, retourner à Shenzhen. Alex, qui va te faire cliquer sur les Rockets cette saison? On a beaucoup parlé de Westbrook Harden, évidemment, qui vont nous faire cliquer, mais moi je vais choisir Eric Gordon en Gérard d'or cette année. Plusieurs raisons. Là, on vient de faire tout un temps à analyser le côté Westbrook Harden. C'est évidemment par eux que va passer une majeure partie du succès de Houston. Mais le rôle, en fait, d'Eric Gordon, je veux bien voir ce que ça va donner s'il est effectivement le troisième titulaire extérieur des Rockets, ou si assez rapidement Mike D'Antoni se dit je vais le remettre en 6e homme, c'est pas mal et tout. Quoi qu'il arrive, il va avoir des grosses minutes. Oui. Des vraies bonnes minutes. Genre, il va être le joueur extérieur le plus utilisé derrière Westbrook et Harden, clairement. Ouais. Et
il apporte un truc, Eric Gordon, c'est que lui, il joue bien sans ballon. Il joue bien avec la balle aussi, il drive, c'est un peu moins un créateur pur pour les autres. Par contre, créer son propre tir, driver dès qu'il y a un switch ou quoi, ça il sait faire. Et deuxièmement, lui, il a un vrai shoot dans les corners, il a un vrai shoot à 3 à 45, il nous l'a montré à plusieurs reprises. Il sort pas forcément de sa meilleure année au shooting, hein, il a 41-42% au tir, il a 36%, je crois, un truc comme ça, 36,5%, un truc comme ça, à 3 points. Il peut faire même mieux que ça, c'est ce qu'il a à moitié annoncé là. La nuit, je vais devenir le meilleur shooter de la NBA. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va avoir beaucoup de tirs, beaucoup de shoots. Et que entre un Houston avec Eric Gordon qui met ses tirs ou un Houston avec Eric Gordon qui met pas ses tirs, c'est pas du tout le même délire pour la défense adverse. Pour moi, quelle que soit quasiment la prestation de Westbrook-Harden, parce qu'on sait que même quand ça rentre pas, ils ont un gros volume, ils pèsent sur le match. Les soirs où Eric Gordon est dans un bon mood et en assez peu de shoot, il te fout 15-18 points. Putain, battre Houston, putain, ça va être compliqué. Non, et en plus, autre chose, Eric Gordon, très important pour défendre les guards adverses. Quand Harden n'est pas trop dans le mood, je mets les efforts et tout. Là, Eric Gordon, t'es très content de l'avoir. Il est costaud, il est athlétique, il a de la mobilité. Enfin, tu vois, t'es très content d'avoir ce joueur. Pour moi, il a un rôle primordial dans la réussite des Rockets cette année. Donc là, clairement, quand je vais cliquer sur les Rockets, je vais vraiment checker comment il est utilisé et qu'est-ce qu'il fait. Monsieur Eric Gordon, très important, hein. Comme l'a dit Alex, là. Puis même parfois, certains soirs, comme on l'a dit, tu peux reposer tous les cadres parce qu'en fait, Eric Gordon, il est chaud bouillance, quoi. C'est ça. C'est lui qui peut tuer les matchs, des fois. C'est clair. Merci, au revoir. Clairement, c'est clair. Il a l'expérience pour. Eh bien, oui, déjà, ils n'étaient pas à Shenzhen, hein, les Rockets, pour ceux qui veulent venir me chercher. Ils étaient au Japon, c'est ça, je crois, pour leur pré-saison. Tout à fait. En tous les cas, on le sait, avec la Chine et les Rockets, maintenant, ce sera particulièrement tendu. Je vais partir sur Monsieur Mike D'Antoni, et pas sur un joueur. Pour moi, c'est la saison où je vais le plus vouloir jauger Mike D'Antoni. Parce qu'on va pas arrêter de parler de Harden et de Westbrook. Mais là, avec ce qu'il a entre ses mains, Mike D'Antoni, si Houston continue à nous faire des grosses régulières avant d'aller se fendre la gueule en play-off à cause de manque de flexibilité en attaque, manque de motivation aussi chez ses cadres lorsqu'il y a une grosse défaite. Manque d'adaptation aussi. Manque d'adaptation. Ce qui s'est passé avec le match 6 face aux Warriors. Là, Mike D'Antoni, il a 2 superstars, des joueurs qui ont des désillusions et qui ont le couteau entre les dents, qui sont capables de défendre et d'attaquer. Et en plus de ça, on est dans une situation où lui, il y a des discussions aussi contractuelles avec son management. Ça n'a pas été hyper tendre entre lui, ses représentants et les représentants des Rockets. Il le sait, il est sous contrat cette saison et après on va voir. Je veux bien voir en fait ce que Mike D'Antoni va nous proposer. Est-ce qu'on va encore être sur ce genre de script qu'on connaît depuis je sais combien de temps, où les Rockets c'est vachement bien en effet en régulière. Il y a ce rythme de jeu qui fait qu'ils sont indéfendables. Et une fois qu'on se ramène sur des confrontations demi-terrain où il y a des ajustements à faire, où il y a des grosses défenses, là on retrouve le Mike D'Antoni un peu patate chaude. Je sais pas quoi faire, je donne la balle à Harden ou à Westbrook, sortez-moi de là. Sur les 3 dernières saisons, il y a des séries de playoffs où tu dis mais c'est pas possible. Ce qui s'est passé à la fin face aux Spurs, ce qui s'est passé face aux Warriors là. Il faut que Mike D'Antoni nous montre cette année que c'est à lui de remporter le titre, quoi, en fait. Houston vise le titre, clairement. Est-ce qu'il peut nous montrer qu'il est vraiment un grand coach, Mike D'Antoni, qu'il n'est pas juste un grand philosophe du jeu, mais un vrai coach? Est-ce que c'est le coach offensif le plus tout à fait révolutionnaire et original de l'histoire, ou est-ce que c'est un vrai coach qui peut mener son équipe jusqu'à... Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est un mec qui va pas juste péter un plomb pour péter un plomb à l'italienne, mais est-ce que c'est un mec qui va trouver les mots justes et les rotations justes? Est-ce qu'il est capable déjà de faire et la bonne mayonnaise? C'est ça, et la bonne mayonnaise, bien sûr. Ça, j'ai pas trop de doutes sur la régulière, mais en fait, trouver une continuité, arriver en play-off avec d'autres certitudes, quoi. Parce que tu vois ce qu'il a réussi à faire l'année dernière avec Harden quand tout le monde est blessé. C'est génial à ce moment-là. Mike D'Antoni, il prend Kenneth Farid. Quand il était signé, on a fait Kenneth Farid, il va finir en 18-8. On le savait, il s'est passé ça parce qu'il est bon en intégration. C'est Mike D'Antoni. Mais j'en ai marre de voir Mike D'Antoni de octobre à avril et après de faire des previews de séries et de se dire fait chier. Encore aucune adaptation. Et Houston va se faire tampon. Bref. Eric Gordon pour Alex, Mike D'Antoni pour Bibi. Et évidemment, on cliquera sur le duo Harden-Westbrook, n'est-ce pas? Tout à fait.
Nous, on va se faire la dernière petite section. Ouais. Le pronostico. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Le pronostico avec un grand C comme Capella. Tout à fait. Vous le connaissez, c'est le classique 24 secondes pour donner son avis sur la saison à venir des Rockets. Mais avant ça, wow, la cote du champion des Rockets est là. 8,50. Normal, ils ont une vraie cote pour le titre. Donc moi j'ai dit que j'allais mettre sur les Sixers, là, sans beuge. Alex, tu les mets sur les Rockets ? Non. Il te reste 3 équipes. Hein. Ouais, je suis au courant. Puis peut-être je pourrais revenir en arrière et le mettre sur une autre équipe. Non. Le mettre sur une petite cote à 120 des Spurs. Vous êtes 60 vous les Spurs ? Non, je veux rien savoir. Ça 60 c'est pas mal. Hein. Le monde du YouTube Game et de Trash Talk veut que tu l'annonces en direct. J'ai déjà ma petite idée. Ok, Ouais. Très bien. Et ben si vous les mettez, c'est à 8,50, c'est ça ? Ouais. Ok. Pas mal quand même comme code pour les Rockets qui peut être champion. Nous on va surtout faire le pronostic, t'es chaud ? Ouais. 24 secondes pour nous donner ton avis sur la future saison des Rockets. Attention, 3, 2, 1, Coutinho Mobley. 57 victoires. Je les mets pas premier, je les mets deuxième de l'Ouest. Je n'ai pas vraiment de doute sur le fait que cette équipe va enfiler des wins en saison régulière. Clairement. Même si le duo Westbrook-Harden il cohabite pas si bien que ce qu'on voudrait, ça gagne des matchs quand même en fait. En plus, il y a déjà tout un truc qui est déjà rodé. Je veux dire, tous les role-players autour c'est les mêmes. Gordon, Tucker, Capella, le petit House Junior, Rivers. Enfin, tu vois, genre là, il y a déjà une vraie ossature dans laquelle Westbrook va devoir rentrer. Mais bon, moi j'y crois pour la régulière. Attention quand même aux blessures. Certaines rotations qui peuvent être compliquées à gérer pour Mike D'Antoni. Mais oui, 57 wins, deuxième de l'Ouest. 41 secondes. Ça va. On était bon, on a dit on ne fait pas 2 fois 24, on est bon. Donc ils sont deuxième, c'est ça, tu m'as dit ? Ouais. Vous verrez dans le gros tableau après. après. Oh, là, le gros tableau après. Allez, c'est parti pour le pronostic de Bibi. 3, 2, 1, top chrono. 61 victoires pour les Rockets, numéro 1 à l'Ouest, numéro 1 de la NBA. À partir du moment où je prends Mike D'Antoni, James Harden et Russell Westbrook, d'octobre à avril, je m'en bats les couilles. Ça va gagner trop de matchs. Limite 61, j'ai l'impression que c'est pas assez. Et en plus, il y a des équipes dans leur division qui sont pas forcément hyper fortes, quand on a notamment parlé de ce qui se passait dans la Pacifique. Je pense que Houston va complètement dérouler. À partir du moment où ils prennent certains matchs et ils se disent on va essayer de défendre, ça va le faire. Donc je leur donne plus de 60 victoires, meilleur bilan de la NBA. Je m'occupe pas d'eux jusqu'au 16 avril. Je regarderai un petit peu, hormis peut-être les matchs en antenne nationale, mais sinon c'est tout. D'accord. Moi, je vais regarder dès le début pour voir comment ça fonctionne en fait, tout de suite. Ouais, mais pour voir un petit ça va idée. marcher, ça va marcher. On va voir. Ça va marcher. Dans tous les cas, on a un petit over-under à balancer. On est over, hein. L'over-under est à 52,5 d'après c'est à 52,5 Houston. Je te dis que c'est des beaucoup moins bonnes cotes. Hein. C'est en général entre 1,60 et 1,75-80. Hein. C'est des cotes moins bonnes. Mais putain, franchement, moi je vois un over. Moi aussi. Clairement, over Vraiment. Là-dessus, moi je veux bien mettre. Hein. Ouais. Là-dessus, on est d'accord. On va se montrer surtout le gros tableau. Ouais. Le gros tableau est donc moi ça y se est. remplit de plus en plus. Ouais. Là, il reste plus que 3 équipes. Moi j'ai mes 2 numéros 1 dans chaque conférence. Pas moi. Moi suspense. C'est énorme suspense. Suspense façon de parler parce que à l'est voilà. les gens auront deviné que a priori voilà. Les Minneapolis Lakers. Ouais. Mais effectivement à l'ouest là il y a un petit suspense là, hein. Ouais. Il y a un petit suspense. Vous verrez ce que ça va donner. Juste avant l'indice, évidemment, juste une toute petite parenthèse pour ceux qui se posaient des questions. On sait que vous avez été nombreux à nous demander s'il pouvait y avoir un apéro sur l'affaire entre les Rockets, la Chine, la NBA, etc. et Hong Kong. On a écrit un petit peu dessus. On aura l'occasion peut-être de faire des plus gros focus. On va voir si ça évolue. C'est ça. On va voir. On attend aussi qu'il y ait pas mal d'éléments qui sortent avec Daryl Morey, peut-être qu'on n'a toujours pas entendu depuis quelques temps. Hein. Pas près de l'entendre, je pense. Pas près de l'entendre. Peut-être la NBA prend la décision. Dans tous les cas, n'hésitez pas à aller sur Trash Talk, on a écrit dessus, et on veut bien vos retours sur cette affaire qui est un peu chiante quand même, malheureusement. Mais nous, on va se retrouver demain pour une nouvelle preview. C'est la fin bientôt des 30 premiers en 30 jours. Alex, c'est quoi ton indice ? Ouais, on file à Los Angeles. Ok.